Bonjour à tous, bienvenue sur un News Sécurité dans l'info à chaud. De l'attaque du Capitole aux États-Unis au fiasco du Stade de France à Paris lors de la récente finale de la Champions League, en passant par les débordements à Geoffroy Guichard à Saint-Étienne lors de la relégation du club en Ligue 2, nombreux sont les exemples où des individus franchissent parfois au péril de leur vie des enceintes par des voies non autorisées. Avec en ligne de mire les échéances capitales de la Coupe du Monde de rugby en 2023 et des Jeux Olympiques en 2024, eh bien, la sécurité des accès est un sujet brûlant. Le contrôle d'accès physique est-il donc le dernier rempart de la protection anti-intrusion? C'est dans l'info à chaud aujourd'hui. Alors, justement, quelles sont les responsabilités légales du dirigeant d'un site? Quels sont les exemples à ne pas suivre? Les portes ouvertes aux intrusions? Quels sont les risques pour les personnes et les biens? Et quelles sont les normes françaises qui sont appliquées? Et enfin, quelles solutions existent et devraient être justement appliquées sur les sites? Eh bien, pour en débattre, j'ai le plaisir d'avoir en visio, un peu à distance avec nous, Jérémy Arrivé. Bonjour Jérémy. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, vous êtes responsable unité Occitanie pour l'APAV. Alors l'APAV, c'est un groupe international de plus de 150 ans spécialisé dans la maîtrise des risques. Il y a plus de 12 000 collaborateurs qui interviennent à la demande des clients pour des missions réglementaires ou non liées à la maîtrise des risques. Vous proposez, Jérémy, avec toutes vos équipes, des services et des expertises autour de 5 métiers, me semble-t-il: l'inspection, la formation, les essais-mesures, la certification et les labels, et enfin le conseil et l'accompagnement technique. On est juste ? Tout à fait, sur des thématiques maîtrise des risques, humains, techniques, environnementaux et numériques aujourd'hui. Vous avez bien résumé. Merci Jérémy. Et sur mon plateau, eh bien, à ma gauche, j'ai le plaisir de recevoir Fabrice Lolia. Bonjour. Bonjour. Responsable sécurité pour la France chez Siemens Gamesa. Exactement. Lauréat du prix de test de la sécurité de la gestion de crise en 2000. Votre groupe est le second fabricant européen d'éoliennes, l'un des principaux au monde. Vous réalisez la conception, la fabrication, la vente, l'installation ainsi que l'exploitation et la maintenance de ces éoliennes, ou de ces parcs d'éoliennes. Exactement. Face à vous, Dominique Lang, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commercial du groupe Coutier, historique maison familiale française créée en 1924 et spécialiste de la sécurisation d'accès depuis les années 80, entre autres sur la sécurisation en hauteur, on en parlera. Tout à fait. Alors, messieurs, déjà, c'est ce que je disais en introduction de cette émission, quelle est la responsabilité légale du dirigeant? Est-ce que le chef d'établissement est juridiquement responsable de la sécurité et de la sûreté des sites dont il a la charge, que ce soit un stade, on en parlait tout à l'heure, une centrale nucléaire, une usine ou une éolienne? Jérémy, est-ce que vous pouvez peut-être nous éclairer là-dessus? Oui, pour démarrer cette thématique par l'aspect réglementaire, ce qu'on peut rappeler tout de suite, c'est que le législateur a prévu un cadre qui demande au chef d'établissement de réaliser la gestion de la coactivité, la gestion des différentes entreprises extérieures intervenantes. Et cela passe par une organisation, mais aussi le fait de contrôler et d'accompagner les intervenants. Donc, ça se développe sur 3 axes, l'axe humain, l'axe technique et l'axe organisationnel. Et donc, le chef d'établissement se doit de veiller à ce qu'il y ait toute une organisation et un suivi et une bonne gestion des entreprises extérieures. Ensuite, effectivement, si on vient plus spécifiquement sur le risque de chute de hauteur, on va retrouver la notion d'analyse de risque dont on reparlera très certainement tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas que le risque de chute de hauteur, effectivement, dans un établissement, et on pourra certainement y revenir dans un instant. Fabrice, est-ce que vous vouliez peut-être rajouter quelque chose sur ce point législatif? Oui, on pourrait rajouter que, par exemple, sur l'entreprise aujourd'hui, de respecter, enfin en tout cas le dirigeant, de respecter son obligation de sécurité. Ouais. On est passé aujourd'hui, en tout cas du point de vue pénal, d'une obligation de sécurité résultat à une obligation de sécurité de moyens renforcés.
Donc aujourd'hui, le magistrat est intransigeant sur le fait que le dirigeant doit prendre ses responsabilités, en tout cas pénalement, sur le non-respect de la législation dans ce domaine. Dominique Lang, vous qui, chez Coutier, fournissez de l'équipement de protection, est-ce que vous rencontrez encore beaucoup de dirigeants qui ne sont pas complètement au fait de la loi? Oui, très souvent, parce qu'effectivement, en ce qui concerne, on parlait tout à l'heure des accès en hauteur ou des accès sur des zones de danger, souvent ce sont des endroits qui sont mal connus ou mal cernés par les chefs d'établissement, même si une analyse de risque doit être effectivement effectuée quotidiennement, voire je dirais annuellement, ça au moins c'est l'obligation réglementaire. Et effectivement, tout ce qui est cheminement du personnel, que ce soit le personnel propre à l'entreprise, voire le personnel des prestataires extérieurs, utilisent souvent des accès qui sont non répertoriés et qui mènent souvent à des zones de danger pouvant provoquer à terme des accidents. Donc c'est vrai que les chefs d'établissement que l'on côtoie régulièrement n'ont pas sincèrement tous encore pris en compte cette notion de sécurisation qui pour eux passe plutôt au second plan par rapport au poste de travail où là, effectivement, les chefs d'établissement sont un peu plus à cheval sur la réglementation. Ça veut dire que parmi les entreprises qui vous consultent, certaines ne sont pas encore bien armées pour lutter contre les intrusions sur leur site? Complètement, c'est-à-dire qu'on le voit au niveau de l'anti-intrusion donc physique principalement. Beaucoup vont se baser plutôt sur je dirais de la caméra de surveillance ou du badge ou des choses comme ça, avec des autorisations aussi d'intervention sur telle ou telle zone, mais ça ne répond pas, je dirais, à la problématique quotidienne que l'on rencontre nous en tant qu'industriels, c'est-à-dire l'utilisation à mauvais escient de passages, de zones de transfert par des personnels qui ne sont pas du tout formés effectivement à ces problématiques de sécurité. Certains se limitent même à la signalétique encore? Encore, effectivement, malheureusement. Non. C'est un petit peu, je dirais, ce qui se passe malheureusement en France. On va d'emblée mettre un panneau montée interdite, et ce qui potentiellement va un petit peu titiller, je dirais, l'utilisateur et qui va dire, effectivement, si montée interdite, ça veut dire que potentiellement il y a des choses à aller faire sur place. Ce que n'ont pas du tout, par exemple, nos voisins germaniques, qui eux, effectivement, ont une culture beaucoup plus stricte. Et où effectivement le panneau saut... Dans la philosophie où le panneau suffit pour respecter... Dans un premier temps, le panneau suffit effectivement par rapport au personnel, bien qu'il soit maintenant amené régulièrement à aussi mettre en place des dispositifs anti-intrusion, puisque les mentalités évoluent et effectivement la problématique est identique dans tous les pays européens. Jérémy Arrivé, vous le constatez également? Oui. Alors justement, je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous disiez à l'instant. L'objectif... On constate évidemment que la maîtrise du risque peut se décliner de manière différente, mais en tout cas, on peut redire tout de suite, l'objectif, c'est de faire une analyse des risques et on va appliquer les principes généraux de prévention des risques. À la PAV, on accompagne nos clients. L'objectif pour nous, c'est que les clients réalisent leur métier en toute sécurité, qu'il s'agisse de sécurité des personnes, des infrastructures, des biens, de l'environnement et du numérique. Et du coup, l'idée, c'est vraiment dès la conception, intégrer les bonnes mesures. Je vous parlais de principes généraux de prévention des risques. On est en application du Code du travail. Il s'agit vraiment de chercher à éviter le risque. Alors, l'affichage ou la signalétique, simplement, on ne va pas se résumer à ça, on va aller chercher à éviter le risque. Donc, l'analyse de risque est là pour justifier qu'on s'est posé toutes ces questions. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est efficace? Voilà. On pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Fabrice? J'insisterai moi sur la thématique de culture sécuritaire. Parce que pour moi, il me semble qu'effectivement, moi je l'ai vu dans plusieurs pays déjà, effectivement les moyens physiques ça marche, la vidéoprotection ça marche, ce qu'on appelle des mesures de prévention sécuritaire primaire, ça fonctionne, mais la culture sécuritaire au sein d'une entreprise, ça fonctionne aussi bien, les deux ensemble, ça fonctionne très bien. Ouais. Voilà. D'accord. Juste pour terminer sur un peu ce dont je parlais en entame de cette émission, les portes ouvertes aux intrusions, ça peut être effectivement une simple signalétique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemples de choses qui sont devenues totalement inefficaces? Effectivement, les protections anti-intrusion matérielles que l'on va trouver, qui sont effectivement d'anciennes fabrications, où on va trouver des choses complètement hétéroclites
et plus du tout conforme aux normes dont on reparlera tout à l'heure. Ouais. Des choses qui sont très facilement contournables, qui sont pas sécuritaires non plus à l'utilisation. On va effectivement, par rapport au thème qu'on abordera un peu plus loin dans ce débat, qui concerne plus particulièrement tout ce qui est accès par échelle fixe, on va effectivement constater des choses complètement ahurissantes. Tous les jours encore, on se croirait encore revenu de ça en arrière. Une échelle, par exemple, coupée en partie basse, une simple trappe ou une chaîne mise avec un cadenas sur une crinoline. Des choses qui, effectivement, ont pour objectif premier de potentiellement interdire l'accès, mais qui n'ont aucune efficacité au niveau de l'utilisateur, avec effectivement des gens qui sont de plus en plus perspicaces et qui contournent de plus en plus facilement tout ce qui est même vidéosurveillance, notamment. Voilà, donc c'est assez important, effectivement, à souligner. Parlons des risques pour ceux qui accèdent à des zones dangereuses, qu'ils soient des fraudeurs comme au Stade de France ou simplement des employés ou des fournisseurs qui s'engagent malencontreusement dans des voies interdites. Est-ce que la priorité, ce n'est pas d'abord de protéger l'humain avant de protéger les biens ? Alors, c'est vrai qu'on peut, en priorité, au sein d'une industrie, effectivement, avoir une priorité sur le personnel utilisateur, voire sur les prestataires, comme on disait tout à l'heure, extérieurs qui vont intervenir sur ces infrastructures. Mais on le constate de plus en plus ces dernières années, il y a effectivement une protection des biens. Donc là, on est plus sur l'aspect sûreté du site qui devient de plus en plus prépondérante de par le fait qu'effectivement des gens rentrent sur des zones en l'absence de surveillance et pour des actes de malveillance, pour du vol. Voilà, des choses effectivement... Et on peut imaginer des attentats. Des attentats, voilà, tout à fait. Donc des choses que l'on n'avait effectivement pas constatées ces 10 dernières années, mais qui sont vraiment maintenant plus prépondérantes. Jérémy Arrivé, est-ce que vous avez quelques chiffres concernant les accidents sur site Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous donner ? Oui, tout à fait. Le risque de chute de hauteur, qu'on va différencier du risque de chute de plein pied, dès lors qu'on est en élévation, on va avoir aujourd'hui des chiffres, ça va représenter 10% des accidents du travail qui sont dus à des chutes de hauteur. Et puis, on va être sur la 3e cause d'accident de travail avec ou sans arrêt, sans incapacité permanente. Voilà. 2e cause de décès, donc on est suite à un accident mortel, après le risque routier. Voilà, pour vous donner un peu ces chiffres-là. On va retrouver un nombre d'accidents liés aux chutes de hauteur beaucoup plus important sur les chantiers, effectivement, sur les chantiers type BTP, où là, on passe sur un constat où la chute de hauteur représente la 2e cause d'accident, en nombre d'accidents de travail. C'est le 2e poste où on a des accidents en nombre plus important. Et 1re cause de décès, voilà, sur chantier. Évidemment, ce n'est pas le seul risque quand on parle d'opérations de ce type. On va retrouver effectivement des risques importants comme, en tout cas ceux liés à la manutention, aux mises en sécurité des équipements, des installations, donc tout ce qui est problématique de consignation pour faire face aux risques d'électricité, de fluide, mécanique et éléments en mouvement. Donc là, le risque de chute de hauteur, c'est un sujet important et il est d'autant plus important à partir du moment où on va avoir beaucoup plus d'activités. On parle de coactivité. Donc, on va regarder effectivement comment adapter les accès, sécuriser les accès pour être sûr que les personnes qui utilisent l'accès soient bien les bonnes personnes. Et puis, on va adapter les équipements de travail en hauteur en fonction de l'analyse de risque qui est à faire en amont, de manière à adapter les solutions techniques au travail. Au début de l'ère des éoliennes, justement, est-ce qu'on a pris en compte ce risque d'accidentologie et est-ce qu'on a progressé depuis ? Oui, puisqu'il y a eu un certain nombre d'accidents qui ont été faits. Il y a eu beaucoup de retours sur cette thématique qui ont permis de justement améliorer les conditions de sécurité des salariés afin que les conditions ne se reproduisent pas. Et à chaque, alors ça c'est plutôt une thématique, ce qu'on appelle chez nous HSE, mais à chaque fois qu'on a un incident qui se passe, par exemple dans le domaine de l'éolien, il y a un retour, un feedback qui se fait avec les employés et au niveau de la méthodologie de travail pour essayer de comprendre comment ça s'est passé et comment on peut éviter ce type de problématique. Un rétex. Ouais. Donc il y a la protection des employés, mais aussi de protéger le site, justement, pour empêcher qu'un individu quelconque
viennent pirater, voire un terroriste. C'est important aussi à ce niveau-là. Alors, on a différentes problématiques au niveau de sûreté, au niveau de l'éolien. Donc, vous avez de l'activisme, vous pouvez avoir des problématiques terroristes, vous pouvez avoir un certain nombre de problématiques. Je suis là pour essayer de limiter ce type de risque. Et donc, pour répondre justement à votre question de tout à l'heure, et pour en faire le parallèle, le but du jeu, c'est de sécuriser les personnes contre ce type de risque, mais en même temps, les biens, de façon parallèle. Voilà. Il n'y a pas une priorisation sur les personnes, une priorisation sur les biens, puisque les deux sont liés. Donc voilà, nous, chez Siemens Gamesa, ce qu'on fait, c'est on a une grosse culture sécuritaire, ce que je disais tout à l'heure, qui nous permet d'avoir une attitude assez proactive sur ce type de risque, enfin sur les types de risques que l'on peut rencontrer, que ce soit des types de risques liés à la sûreté ou liés à la sécurité, c'est-à-dire sûreté et malveillance ou à la sécurité des employés. Dominique Lang, je rappelle, vous êtes dans la sécurisation des accès chez Coutier depuis les années 80. Justement, avec ce recul maintenant, ce risque d'activistes, de terroristes a augmenté depuis quelques années. Est-ce que On le constate effectivement au niveau des relations que nous avons avec les clients, du volume d'affaires également dans ce domaine de la sécurisation. Je rebondis rapidement sur ce que M. Arrivé disait au niveau effectivement de la gestion des accès pour limiter les risques de chute. Il faut savoir qu'effectivement les moyens d'accès en hauteur donnent aussi des problématiques concernant la zone sur laquelle va déboucher le moyen d'accès. Donc, où on peut effectivement découvrir trop tard, malheureusement, un risque inhérent à l'activité de la zone, un risque chimique, un risque électrique, nucléaire ou autre. Donc, il y a effectivement d'un côté le problème de la chute de hauteur sur une infrastructure qui n'est pas équipée de protection collective, mais également sur l'activité qui est intrinsèque donc, à la zone que l'on va découvrir en montant à l'échelle. Et c'est souvent la problématique que rencontrent effectivement les industriels, c'est que le personnel n'est pas forcément au courant et n'est pas forcément mis à jour de toutes les zones à risque que l'on va trouver au sein d'une industrie, parce qu'effectivement c'est très vaste, il y a énormément de zones d'accès, et c'est souvent là qu'arrivent effectivement les accidents ou les incidents, en parallèle avec les chutes de hauteur, bien entendu. Alors, j'ai mis en exergue dans l'introduction de cette émission l'attaque du Capitole aux États-Unis, le fiasco du Stade de France. C'est aussi le quotidien des entreprises aujourd'hui. Est-ce qu'avec un peu de recul maintenant par rapport à ce qui s'est passé au Stade de France, on peut justement faire un point d'analyse par rapport à ça ? Alors, effectivement, on peut en déduire que la protection matérielle reste, je dirais, la première barrière infranchissable ou à franchir potentiellement, mais plutôt infranchissable, de façon à ce qu'effectivement l'utilisateur qui vient sur un site avec effectivement un mauvais escient ne puisse utiliser les équipements. Ou s'il le fait, c'est qu'il a effectivement une autorisation, une habilitation de la part de son employeur ou du patron, du sous-traitant qui travaille sur le site. Voilà. Mais effectivement, ce qui s'est passé là récemment au niveau de l'actualité illustre parfaitement le fait que, comme on disait M. Lolia tout à l'heure, il y a effectivement une balance à faire entre la sécurité analogique ou la sécurité cybersécurité et la sécurité matérielle qui doit être mise en œuvre sur le site par le chef d'établissement. Jérémy Arrivé, à la PAV, vous voulez rajouter quelque chose sur ce point ? Oui, je souhaitais rappeler qu'il y a effectivement deux codes importants. Le législateur a prévu le code du travail pour tout ce qui est accès, travaux, avec un risque à bien identifier. On prépare les postes de travail, on adapte le matériel, on privilégie les protections collectives sur des protections dites individuelles. Et le législateur a aussi prévu, d'un point de vue sûreté, le code de la sécurité intérieure qui va venir rajouter un certain nombre d'éléments. Quoi qu'il en soit, l'ensemble, mis bout à bout, permet de sécuriser, de préparer les interventions dans l'univers du travail et de prévenir tout ce qui est acte de malveillance, effectivement. Alors justement, le process, comment se protéger aujourd'hui contre l'intrusion, en tout cas retarder au maximum à la PAV votre modus de fonctionnement pour la protection des sites avec vos clients, d'abord sur le plan humain peut-être ?
Donc, juste, vous pouvez repréciser la question. Je voulais savoir quel est le process que vous mettez en place justement avec les clients chez qui vous intervenez, d'abord pour la protection de l'être humain. D'accord. Donc, sur l'aspect sécurité. Ouais. Donc, effectivement, on accompagne nos clients dans l'identification des différentes zones de danger. Ensuite, l'idée, c'est d'évaluer les risques, donc de lister les différents risques, et puis de préparer, de concevoir de concevoir un projet, une opération, et d'intégrer dans cette phase-là les différentes mesures de prévention qui peuvent être dès la conception prévues. L'idée, c'est d'intégrer, de prévoir les bonnes machines, les bonnes sécurisations, que ce soit au niveau des accès ou des zones qui représentent un risque de chute de hauteur. À la suite de ça, on va toujours chercher à éviter le risque. Oui, je vous en prie. Ce type d'étude, ça prend combien de temps en moyenne selon les sites? C'est évidemment très aléatoire. On est sur une phase de diagnostic qui, comme on accompagne effectivement des petites et moyennes entreprises jusqu'aux grands groupes, que ce soit à la fois dans le secteur des collectivités ou dans le privé, c'est très aléatoire. Mais c'est une phase de diagnostic qui peut être réalisée de manière assez rapide. L'objectif après, c'est quand même de faire ce travail d'adaptation, de définition des bonnes mesures. Donc là, il y a une question aussi de choix technique, de faisabilité, de coût. Donc c'est très difficile de répondre à votre question là, sur ce temps à passer sur cette phase de diagnostic et d'analyse. Mais voilà, c'est adapté en tout cas au cas par cas. C'est, j'imagine, la même chose pour la protection des biens. Absolument. Absolument. Il y a différentes technologies aujourd'hui qui existent. On va écoutez, pour effectivement en parler davantage, mais simplement aujourd'hui, il y a quand même un panel et des protections qui sont assez efficaces. On parlait de sûreté des infrastructures. Certains de nos clients aujourd'hui ont des ouvrages ou des matériels importants pour la sûreté, qu'elle soit hydraulique, qu'elle soit nucléaire, etc. Ou industrielle. Et donc ces ouvrages, où ces matériels-là vont avoir leur rôle à jouer dans tout le dispositif. Et donc sécuriser les accès à ces dispositifs, les protéger, fait partie aussi des éléments sur lesquels on intervient. Ouais. Juste avant de vous donner la parole, Dominique, je voulais votre regard, Fabrice, justement, dans cet univers des éoliennes. Comment vous préparez justement en termes de maîtrise des risques, avec qui et quel process vous mettez en place? Alors, c'est un process qui est assez compliqué et assez long aussi, mais le but du jeu, pour être assez synthétique, c'est d'analyser les assets, c'est-à-dire les actifs, les risques qu'on peut avoir, aussi bien au niveau des personnes qu'au niveau des biens, et ensuite de trouver des solutions qui vont nous permettre de pallier ces risques. Alors on met souvent en place, nous, ce que je disais tout à l'heure, des mesures de prévention sécuritaire primaires, c'est-à-dire avec une approche fortement sécuritaire, c'est-à-dire on montre les muscles, et donc avec de la vidéoprotection, avec des barrières, avec du lighting pour éclairer, pour illuminer et effacer les coins sombres, oui. Avec, en effaçant les recoins qui permettent de cacher l'entreprise pour qu'elle soit vue de tout le monde, et diminuer ce qu'on appelle le risque ratio des auteurs pour éviter qu'ils soient trop tentés par la visite de l'entreprise. Et on évalue ensuite qu'est-ce qui marche pas. Voilà. Parce que comme ça coûte des sous. Jérémy Arrivé, vous vouliez rajouter quelque chose? Absolument. Là, on est sur 3 axes importants qu'il est intéressant de rappeler. On va regarder l'organisation de l'ensemble du processus, mais aussi qui intervient, donc sur le côté humain. L'idée, c'est de regarder effectivement est-ce que les personnes sont bien formées. Il y a une formation obligatoire quand on parle d'accès de travaux en hauteur. Est-ce que ces personnes ont une bonne connaissance des équipements? Est-ce que ces personnes s'entraînent à utiliser les dispositifs de protection, qu'elles soient collectives, encore une fois, à privilégier sur les protections individuelles? Et puis après, il y a le côté technique, hein, c'est ce système H pour humain, O organisation, T pour technique. Et le technique, on va aller adapter
les matériels, les équipements qui vont être mis en œuvre, qui vont être utilisés pour qu'on soit en adéquation avec la tâche. Alors, c'est le cas pour les accès. On va avoir des accès permanents, des accès temporaires. Il y a une opération temporaire. C'est le cas pour les postes de travail et leur sécurisation, que ce soit des postes permanents ou temporaires. Il ne faut pas oublier quand même qu'on parle ici des interventions en exploitation, mais aussi des interventions liées aux entretiens. Et puis évidemment, on parlait des travaux tout à l'heure, un peu plus tôt dans le débat. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir une démarche cohérente où on prépare, on conçoit, on prépare, on analyse, et puis on adapte les mesures. Puis je finirai juste, avant de vous redonner la parole, lorsque la tâche est réalisée, il est important de suivre aussi la bonne exécution de ce qui est prévu. Voilà, histoire de boucler la boucle et d'être dans ce schéma, en tout cas efficace, si ce n'est vertueux. Avant, pendant, après, on a eu le regard du conseil, de l'expert, on a le regard du client, et là, on pourra avoir avec vous le regard du créateur et du fabricant de solutions. Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir sur ce que disait M. Arrivé, c'est effectivement en parallèle, effectivement, quand les industriels découvrent un petit peu cette notion de sécurisation des accès, on essaye de les accompagner avec des diagnostics sur site pour effectivement un petit peu analyser les différents cheminements qui mènent à ces zones à risque, ces zones de danger, qui sont souvent mal connues, voire méconnues. Et effectivement, ça permet donc d'avoir un document, je dirais, écrit, qui permet effectivement d'avoir une première analyse, de donner des priorités éventuellement d'équipement par rapport aux zones les plus dangereuses ou les plus à risque. Et ça permet aussi au chef d'établissement de lancer une première démarche, je dirais, de mise en sécurité, hein, même si on se doute qu'effectivement, du jour au lendemain, on ne peut pas effectivement tout faire. Le but étant d'initier la démarche, de l'accompagner effectivement l'utilisateur, de mettre le point effectivement sur des zones qui n'estimaient pas à risque, mais que nous, en externe, lors des diagnostics, on suppose qu'elles sont effectivement plus dangereuses qu'elles n'y paraissent. Et ça permet effectivement après d'avoir un cadre bien précis et de lancer, je dirais, après une campagne de mise à niveau. Donc, quelque part, vous êtes également conseil. Est-ce que vous travaillez conjointement avec l'APAV ou d'autres organisations? Comment vous fonctionnez à ce niveau? Tout à fait. Alors, effectivement, on se relaye par rapport effectivement à ces organismes de contrôle qui sont, comme on le disait tout à l'heure, soit en amont et qui vont effectivement donc intégrer cette notion de protection collective qui est prioritaire. Et donc, quand on parle des accès en hauteur, on va parler potentiellement d'escalier ou d'échelle et on y intégrera la notion de système anti-intrusion. Mais également a posteriori, quand un site est déjà en activité, il y a effectivement des contrôleurs, donc des organismes de contrôle qui passent régulièrement sur les sites et qui peuvent mettre le doigt sur telle ou telle infrastructure qui n'est pas tout sécuritaire et qui nécessiterait potentiellement une mise en place d'un dispositif anti-montée. Là, pour nous, effectivement, c'est un appui parallèle au niveau des organismes qui ont effectivement pignon sur rue, parce que ce sont quand même eux qui, effectivement, prêchent la bonne parole, si j'ose dire. Et ça permet, effectivement, de se baser sur des choses vraiment bien définies de leur part pour pouvoir argumenter en complément et proposer ensuite des solutions qui correspondent aux besoins. Pour répondre à la question du thème de cette émission, est-ce que finalement le contrôle d'accès physique, c'est vraiment le dernier rempart de protection anti-intrusion? Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, vous? Alors par rapport effectivement, pour revenir particulièrement sur les accès en hauteur et tout ce qui est accès par échelle fixe, Coutier effectivement a développé depuis plusieurs années toute une gamme de dispositifs qui permettent justement de réglementer physiquement l'accès à ces parties basses d'échelle qui mènent à des zones de danger. Et comme on le disait, monsieur Arrivé, même s'il y a une formation qui est faite au niveau des habilitations du personnel, on sait très bien que à terme, que ce soit pour le travail ou pour d'autres, je dirais, fins, les gens vont quand même utiliser un jour ou l'autre, à mauvais escient, ces moyens d'accès, sans pour autant avoir connaissance du danger. Donc le fait de mettre un dispositif anti-montée en partie inférieure règle déjà l'aspect, je dirais, entrée libre et incite, je dirais, l'opérateur à aller effectivement récupérer une autorisation, une clé pour ouvrir le système potentiellement. Donc ça veut dire que concrètement, c'est quoi comme c'est système? une porte en fait anti-montée, anti-intrusion qui vient se mettre en partie basse de l'échelle, qui est articulée donc sur charnière, qui est pourvue d'un disque d'opercule supérieur pour limiter l'accès dans la crinoline et qui est donc verrouillé par cadenas ou par serrure, donc clés qui sont remises ensuite donc à l'exploitant qui gère avec le service sécurité ou le service sûreté les autorisations d'accès à ces zones réglementées.
Parce qu'effectivement, on en parlait un petit peu avant le débat. Souvent, dans les grandes industries, on retrouve du personnel qui est sur les toitures, entre midi par exemple, pour une pause déjeuner. Voilà, ou pour faire une petite la vue est belle. bronzette, voilà, sans se soucier de savoir si les structures bâtiments sont suffisamment solides. Et il y a eu nombre d'accidents, effectivement, de gens qui sont malheureusement passés au travers des toitures ou qui sont même tombés ne serait-ce que de la hauteur du bâtiment. Jérémy, vous l'avez constaté, ça ? Oui, alors ce qu'il faut rappeler effectivement, c'est que tout accès en toiture doit être préparé. On est clairement dans la configuration des interventions ultérieures sur ouvrage dans le cadre d'opérations de maintenance ou d'entretien. Et une promenade en toiture n'est pas souhaitable. Hein. Il faut réserver ça à des terrasses. En toiture, là, on est d'accord. En toiture, hein, on est bien d'accord, n'est pas souhaitable parce qu'il faut évidemment avoir une terrasse adaptée, adéquate, évidemment. Là, dans l'industrie et dans le panel de clients qu'on accompagne, on peut notamment retrouver en toiture des équipements fragiles, des dômes sur lesquels il est bon de ne pas mettre le pied parce qu'on pourrait passer au travers. Donc il y a tout un tas de zones fragiles, zones représentant un danger, et à partir du moment où on n'est pas exposé au danger, il n'y a pas de risque. Donc toute la démarche est à mener de A à Z, comme on l'a décrit tout à l'heure. Chez vous, qu'est-ce que vous adoptez justement comme solution concrètement, Fabrice ? Concrètement, c'est une partie qui relève des HSE qui justement font appel à des prestataires, à des spécialistes comme ceux que nous avons sur le plateau. Mais je voulais revenir juste sur un point et insister sur un point qui était très intéressant, c'est le fait que effectivement, comme il fait beau, c'est des choses que nous vivons. Les employés, alors il n'y a pas de mauvaise intention, hein, non, bien sûr. mais on veut être en hauteur, on veut profiter du soleil, et puis on oublie le risque majeur. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je veux dire, c'est vrai, il faut le dire, souvent on priorise les risques. Oui, d'accord. Mais ce risque-là, on l'oublie. Enfin, on l'oublie. On va dire, on fait passer souvent d'autres risques avant. Sauf que quand vous tombez d'une hauteur importante, en général, la conséquence est assez désastreuse. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment le genre de risque à prendre très au sérieux et à prioriser dans son entreprise. Quelqu'un voulait rajouter ? Avec en fait un moyen de cheminement très banal, hein, une échelle à crinoline, comme on parlait tout à l'heure, c'est quelque chose effectivement que l'on voit à multiples exemplaires sur un site industriel. On n'y fait pas forcément attention. Juste pour une donnée, par exemple sur un site nucléaire, vous avez environ 3 à 4 000 échelles sur l'ensemble des infrastructures du site, que ce soit extérieur ou intérieur. Donc le nombre potentiel d'accès par du personnel non autorisé est multiplié par effectivement le nombre d'échelles mises en place. Une question qui va peut-être introduire notre chapitre sur les normes, c'est de savoir si justement on peut innover dans ce métier, dans ce secteur, comme la protection de l'individu et des biens. Est-ce que justement, avec les nouvelles technologies ou autres, ça permet de fournir des nouveaux produits ? Alors effectivement, on est confronté tous les jours à ces nouvelles demandes parce qu'on trouve effectivement des configurations d'accès qui ne sont pas standards, si j'ose dire, ne serait-ce que par exemple entre un bâtiment où on va avoir une échelle classique qui monte sur une toiture et en parallèle à cela une machine où on va avoir effectivement une échelle qui aura un positionnement un peu différent. On peut avoir une problématique avec de la signalisation, par exemple ferroviaire, où là l'échelle est en position inclinée, elle n'est pas verticale. Donc là, le dispositif de protection anti-intrusion va être un petit peu différent. Donc effectivement, les problématiques que l'on rencontre tous les jours nous permettent de développer des solutions innovantes, des produits effectivement qui sont certes sécuritaires, qui correspondent aux exigences normatives, mais qui sont vraiment adaptés à l'utilisation spécifique qui est faite par le client sur ces infrastructures. Alors parlons justement de ces normes. Oui, Fabrice, vous vouliez rajouter quelque chose ? Je suis là, moi. Pardon, Fabrice. Jérémy. Je vous en prie. Oui, effectivement, je pense que c'est intéressant aussi de juste apporter un autre commentaire en complément. Quand on parle d'innovation, c'est aussi remettre en considération nos pratiques. On peut aussi faire du prémontage au sol de certains éléments et d'équipements avant de les manutentionner et de les installer définitivement pour réduire ce temps de travail en hauteur. On l'a déjà dit, mais ça peut être intéressant de le redire là, concevoir
les bâtiments, les accès et les zones de circulation aussi différemment pour venir optimiser, privilégier les protections collectives, etc., tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc c'est intéressant de se dire qu'on intègre les meilleures techniques disponibles du moment, c'est un des principes généraux de prévention des risques, mais la partie organisationnelle est quand même très très importante. Ouais. Ça veut dire qu'on peut bien évidemment intervenir sur site, mais on peut intervenir aussi avant construction d'un site pour avoir une logique architecturale sécuritaire au maximum. Complètement. La notion de gestion des risques s'intègre à la conception du bâtiment ou de l'infrastructure concernée, de façon justement à ne pas louper une étape en cours de route et d'avoir une exploitation possible dès la mise en route de l'installation en toute sécurité. Brice, vous voulez ajouter un petit... Non, mais vous confirmez. Oui, exactement, je confirme. Non, j'ai même rien à rajouter puisque c'est exactement ce que j'allais dire. Donc... On va parler justement de ces normes. On est un pays qui aime bien les normes. Hein. On aime bien tout normer, avec beaucoup de qualité, mais quelques défauts. Justement, au niveau de la PAV, est-ce que vous pouvez nous expliquer les normes françaises, les normes européennes sur ce type de matériel ? Oui, alors simplement, sans rentrer peut-être dans un détail qui rentrerait en tout cas, qui nous amènerait dans un débat un peu d'experts, mais on a aujourd'hui un certain nombre de directives européennes qui vont être retranscrites en loi, en décret d'application, et puis on va avoir mis bout à bout un certain nombre de normes qui permettent aussi d'aller expliquer les modalités d'application très concrètes sur le terrain avec des dispositions très détaillées. On va avoir aussi des recommandations qui peuvent être produites par les entités, les organismes de prévention. Et puis des démarches d'accompagnement. On a la CNAM, la CPAM, l'OPP-BTP, l'INRS qui va fournir un certain nombre de guides. Des normes, effectivement, il y en a un certain nombre. Ces normes sont bienvenues pour venir rappeler que effectivement il y a des dispositions qui sont à respecter. Alors je ne sais pas si vous avez une question précise ou sans rentrer dans un détail, s'il y a un matériel sur lequel vous voulez dont vous souhaitez on parlait des matériels de protection en hauteur, justement, pour éviter les chutes. Donc là, éventuellement, on peut rebondir sur l'aspect anti-intrusion échelle, où là, effectivement, nous avons deux documents normatifs à nos dispositions. Il y a une norme française, NFE 85012, dont la dernière version de septembre 2021 donne effectivement toutes les dispositions constructives pour ces protections anti-montée. Et au niveau européen, nous avons la norme EN ISO 14122-4, donc la partie numéro 4 qui date de 2017, qui est applicable effectivement dans l'ensemble de l'Union européenne au niveau justement de la gestion du contrôle d'accès et des systèmes anti-montée sur les échelles fixes. Voilà, donc ces deux documents effectivement donnent vraiment les préconisations dimensionnelles de qualité de fabrication, résistance statique, dynamique, cycle d'usage. Voilà, donc c'est des normes de construction qui sont effectivement là pour, je dirais, accompagner le chef d'établissement dans le choix des solutions qu'il va mettre en œuvre et qui lui permettent effectivement de se justifier après en cas de problème ou en cas d'accident pour montrer qu'il a bien respecté effectivement ce que demandaient les normes en vigueur. Est-ce que pour un créateur de solutions comme Coutier, c'est restrictif ces normes en France ou elles sont non, parce bien qu'en fait, on a aussi l'avantage en tant que fabricant de pouvoir participer justement à ces groupes de normalisation. C'est ce que Coutier fait depuis plusieurs années et ce qui permet effectivement d'apporter un petit peu la touche du fabricant dans l'élaboration des documents et d'orienter, je dirais, les dispositions sur des choses qui peuvent être physiquement réalisables. Parce que des fois, on lit une norme, on se dit mince, on ne comprend pas effectivement le contenu. Là, l'avantage de faire participer justement des industriels, des PME, PMI, c'est de pouvoir justement effectivement faciliter la compréhension et la relecture d'une norme et justement d'aider donc le chef d'établissement. C'est rassurant justement, Fabrice, pour... par exemple Siemens Gamesa, ces normes européennes et françaises? Je pense que dans le champ de la sécurité, les normes, elles sont obligatoires, ça fait partie du jeu. Et oui, moi je trouve que c'est très rassurant. Et puis ce qui est d'autant plus rassurant, c'est qu'on a des experts aujourd'hui qui peuvent nous permettre de nous guider sur ces thématiques qui sont très 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 complexes. Oui. Donc, Jérémy?
Tu veux rajouter quelque chose? Oui, effectivement. Il y avait deux notions dans les questions posées. Est-ce que c'est restrictif et rassurant? Je pense qu'il faut un peu des deux pour cheminer et avancer dans l'appréhension des risques et dans la maîtrise des risques. Faut que ce soit à la fois restrictif pour donner des éléments très précis, hauteur, espace, conditions d'utilisation. Voilà, reste après à adapter à chaque cas et à chaque configuration. Quand on crée, on l'a dit à plusieurs reprises, on essaie d'intégrer, et il faut intégrer dès la phase conception des équipements ces notions-là d'accès, de sécurisation. Mais quand on adapte sur de l'existant, ou quand on intervient alors que il y a des configurations un peu exiguës, on ne peut pas utiliser d'échafaudage de nacelle, il faut bien trouver une solution pour quand même venir faire de la maintenance et intervenir. Donc c'est là toute la richesse et tout l'intérêt de cette préparation, de se réunir avec les différents acteurs sachant, et puis de trouver, de faire une analyse de risque jusqu'au bout, adaptée, voilà, et puis de la suivre scrupuleusement. Donc c'est rassurant aussi d'avoir cette démarche-là. Ouais. Bien sûr. Pardon. Est-ce que vous constatez encore des entreprises qui choisissent, peut-être pour des raisons de coût, du matériel non ou mal normé? Ça existe encore? Je pense qu'il faut, oui, effectivement, je pense qu'il faut aussi se rappeler que quand on parle de travail en hauteur, ça comprend aussi tous les travaux qui se font à une faible hauteur. Et effectivement, il y a un certain nombre d'équipements utilisés pour travailler ou pour accéder qui ne sont pas du tout adaptés. On se dit, ça ne va pas durer longtemps. Tant pis, on va utiliser tel équipement qui ne va pas être adapté. Effectivement, ça représente encore aujourd'hui beaucoup trop d'accidents de travail. Après, faut se rappeler que c'est le coût des accidents est quand même assez élevé aujourd'hui, où on a effectivement l'assureur qui est la caisse d'assurance maladie de chaque entité, de chaque entreprise. Et le coût aujourd'hui des équipements est à mettre un peu en perspective par rapport à tout ça, avec l'obligation de résultats en matière de sécurité dont Fabrice Lolia faisait allusion en introduction. Pour un chef d'entreprise, un employeur et un chef d'entreprise utilisatrice, un maître d'ouvrage. Voilà. Dominique, pour conclure justement là-dessus. Oui, tout à fait. C'est vrai que le respect des normes pour les industriels, c'est quelque chose effectivement de primordial. Alors, on s'aperçoit effectivement dans le domaine de la sécurisation en hauteur que malheureusement, pour, comme vous le disiez, des questions de coût, certains industriels sont encore amenés effectivement à mettre en place des mesures, je dirais, provisoires, qui sont effectivement pas sécuritaires du tout, qui à terme peuvent même générer des accidents. Et c'est pour ça que l'entreprise Coutier, elle, s'attache réellement à ne fournir à ses clients que du matériel normalisé, de façon justement à avoir une longévité, une fiabilité, une sécurité dans le temps à l'utilisation. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose? On arrive au terme de cette émission. Oui, je voulais rebondir juste un peu sur l'obligation de résultat. Oui. Alors, c'est juste pour préciser qu'aujourd'hui, on est plus dans ce que j'appelle moi, enfin, c'est ce que la législation appelle une obligation de moyens renforcés. C'est-à-dire que avant, les entreprises étaient systématiquement condamnées pour leurs défauts de sécurité. Oui. Défaut d'application, et aujourd'hui on va analyser les choses, enfin la loi ou le magistrat va analyser pour ensuite déterminer un peu plus justement, on peut dire ça comme ça, à qui impute la responsabilité. Voilà. Jérémy, je vous vois opiner du chef. Oui, c'est effectivement un point important. Il y a trois aspects majeurs à prendre en compte. C'est que quand on veut des résultats, il faut des moyens adaptés. On a parlé d'analyse de risque, de mesures de prévention adaptées tout à l'heure. L'analyse de risque, elle doit être réalisée, elle doit être suivie et respectée. Et puis le dernier point qu'il est bon de rappeler peut-être à ce stade, c'est qu'il faut donner les instructions à ceux qui interviennent. Et donc, histoire de là aussi boucler la boucle, on peut avoir des équipements, on peut avoir une méthodologie, encore faut-il qu'il y ait des consignes claires et précises qui soient données aux travailleurs, aux utilisateurs, et là, ça englobe effectivement toutes les activités.
Merci messieurs pour ce débat dans l'info à chaud. Je crois qu'on a cerné les problèmes, les risques, défini les solutions existantes et efficaces en espérant que les entreprises françaises et plus particulièrement la France soient opérationnelles pour ce dossier avant les échéances dont je parlais tout à l'heure, la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques. Je rappelle que c'est dans 1 an pour le rugby et dans 2 pour les Jeux Olympiques. Voilà, merci à tous d'avoir participé à cette info à chaud. Merci à Benjamin Souhaité à la réalisation et à la Dream Team Agora à la préparation et à la production de cette émission. On se retrouve très vite. En attendant, justement, prenez soin de vous.